Monsieur le directeur adjoint, chers collègues, chers étudiants, chers amis, donc c'est un plaisir pour moi donc, de participer à cette journée. Dans mon intervention, je vais essayer un petit peu de rappeler les légitimités en quelque sorte de l'insertion de cette langue amazigh dans le système éducatif donc de marocain. Je devrais rappeler tout d'abord l'épaisseur historique du moment. Donc l'historicité de ce moment est très importante parce qu'on est devant l'ouverture d'un chantier pédagogique qui est stratégique et qui est inédit dans l'histoire de notre pays. Je rappelle aussi qu'on est en plein dans un processus historique de transition de la langue amazigh. Donc on est dans une césure, une brisure, donc un tournant très important de passage donc d'une tradition orale à l'écriture. Et je devrais rappeler à cet égard que la culture amazigh n'a pas été totalement donc de tout temps orale. Il a été aussi, donc on ne peut pas parler d'une oralité absolue. Pourquoi? Parce que il y a aussi une tradition scripturaire proto-symbolique qui est très importante. Je parle ici du patrimoine rupestre, ou Torat Noposh Sria, qui est très important. Pourquoi? Parce que elle est en quelque sorte, elle renvoie au début du phénomène culturel et de phénomène artistique dans l'histoire de toute l'humanité. Donc on est ici devant un patrimoine qui a une véritable dimension anthropologique, puisqu'il fonde aussi, il est fondateur et il est instaurateur de notre conscience symbolique collective en tant que Marocain. Je rappelle tout à l'heure quand on a parlé par exemple des signes cosmogoniques sur la couverture du roman de M. Hemmo, ces signes-là, ils structurent profondément l'inconscient figuratif des Marocains. Parce qu'on va trouver ces signes cosmogoniques anciens, primitifs, dans la poterie, chez les tisserands, les tapis, dans les tatouages, dans l'architecture, etc. Et même, on va trouver que plusieurs mouvements artistiques et plastiques contemporains vont récupérer ce patrimoine sémiologique qui est très important. Donc, intégrer justement le Tifinagh au système national, donc système éducatif national, c'est rendre aussi justice à ce patrimoine fondateur qui est très important. Je rappelle par exemple que cette journée s'inscrit aussi dans le cadre de la célébration par l'UNESCO, et cette année on célèbre le jubilé d'argent. Donc il y a 25 ans que la conférence générale, la 30e session de la conférence générale de l'UNESCO a proclamé le 21 février comme journée internationale des langues maternelles. On est aussi en plein dans la décennie des langues autochtones qui a été proclamée par l'Assemblée générale des Nations Unies. Donc on est dans un mouvement mondial de réhabilitation et de revalorisation des langues maternelles, justement pour leur fonction structurante, que ce soit au niveau individuel ou que ce soit au niveau collectif, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la langue maternelle est fondatrice de notre humanisme. Donc, à part cette présence proto-symbolique primitive de patrimoine rupestre, il y a aussi ce que M. Khalil Brahim a rappelé tout à l'heure. Il y a aussi des documents épigraphiques et un patrimoine manuscrit médiéval très important qui est écrit en langue amazigh mais avec des caractères arabes, et dont le contenu est souvent donc religieux et hagiographique. C'est surtout dans la région donc, du sud-ouest, dans la région de Sousse, mais aussi sur l'échelle nord-africaine, donc ce qu'on pourrait appeler les isolats
ou les poches ébadites, c'est-à-dire dans le pays Mzab, dans l'île de Jabba en Tunisie, ou dans Jbel Foussa par exemple en Libye. Donc vous voyez bien que ce patrimoine aussi est très important, et l'intégration donc de la langue amazigh dans le système amazigh est à même de réhabiliter aussi et de revivifier justement ce patrimoine. Je dois rappeler aussi deux postulats qui sont très importants. C'est que depuis l'avènement de l'école publique, depuis l'avènement donc de l'instruction publique à la fin du 19e siècle, toute école, tout système éducatif n'a pas comme fonction unique d'inculquer des apprentissages et des savoirs uniquement, mais aussi de servir des agendas culturels, politiques et idéologiques. D'accord? Donc toutes les écoles publiques, donc depuis leurs avènements, ont été instrumentalisées au service de certains agendas politiques, économiques, par exemple la construction du nationalisme, par exemple le colonialisme aussi. L'école a beaucoup contribué dans la politique annexionniste pendant le 19e siècle. Donc, ici au Maroc, on a hérité un petit peu ce modèle républicain qui a été marqué par ce qu'on pourrait appeler la tradition jacobine typiquement française. Et cette tradition-là était une tradition hyper centralisatrice. Donc c'est une tradition étatique qui croit en une seule langue, un seul État, une seule nation, une seule culture. Donc c'était en quelque sorte une sorte d'unicisme en quelque sorte culturel et linguistique, et que nous avons hérité à l'indépendance. Donc l'avènement de l'école publique marocaine s'est fait aux dépens donc de la langue amazigh. Malheureusement, parce que on a en quelque sorte considéré la diversité linguistique, donc Aouine a parlé donc de la diversité linguistique comme une opportunité, comme une chance historique, mais à certains moments, on a considéré la diversité linguistique comme une sorte de menace donc, de l'unité nationale. Donc il y avait toute cette politique d'uniformisation, d'homogénéisation, de standardisation, et je pourrais dire que la construction de l'État-nation, de l'édifice national, bureaucratique, administratif, etc., s'est fait historiquement aux dépens de la langue amazigh, et maintenant l'intégration de la langue amazigh dans le système pédagogique et sa reconnaissance institutionnelle et constitutionnelle fait figure d'une sorte de réparation historique, d'accord, d'une injustice. Donc ça, c'est le premier postulat sur lequel repose mon intervention. Le deuxième, c'est depuis l'avènement de l'école publique, elle a été aliénante et oppressive pour beaucoup de couches sociales, par l'exclusion donc linguistique, par l'exclusion culturelle, et la langue, l'école républicaine que nous avons héritée et que nous avons importée était une école qui est en quelque sorte travaillée par des logiques de nivellement. Des logiques de nivellement et des logiques d'exclusion. C'est pour cette raison-là qu'on peut parler donc d'un système éducatif comme une sorte d'horizon utopique, donc d'un système éducatif inclusif qui va en quelque sorte s'adapter à l'apprenant. Un système éducatif donc qui peut intégrer donc, la langue, la diversité linguistique,
qui peut être intégré aussi les problèmes liés à l'handicap, qui peut aussi intégrer les problèmes liés à l'enclavement géographique, et même parfois qui peut intégrer à la diversité de modes de vie. Vous savez bien, par exemple, qu'ici au Maroc, il y avait certaines expériences pilotes qui ont été financées, surtout encouragées par l'agence japonaise du développement, où on a essayé de créer des écoles itinérantes pour les fils de nomades. D'accord? Donc, c'est-à-dire des écoles qui vont se déplacer avec les fils de nomades. Donc ici, ce défi est très important. Comment le système éducatif peut s'adapter aux besoins de l'apprenant et non pas le contraire, que l'apprenant qui doit s'adapter au système éducatif, et ce pour plus d'équité et d'égalité. Donc, à la fin, je vais citer une très belle citation qui essaie un petit peu de parler de cette dialectique entre la différence et l'égalité. D'accord? Comment un système peut être égalitaire, mais en même temps respecter la différence. Et cette citation, elle est de Dos Santos, un Portugais, donc, qui va dire que, je le cite, « Nous avons le droit à l'égalité. Nous avons le droit à l'égalité chaque fois que notre différence nous place dans une situation d'infériorité. Comme nous avons le droit à la différence chaque fois que l'égalité tend à nous dépouiller de nos caractéristiques propres. » Voilà, je vous remercie.